Et c'est ça que l'on appelle les dividendes, c'est quand on se distribue le bénéfice restant une fois qu'on a payé l'impôt sur les sociétés. Mais dans certaines situations, c'est une erreur monumentale. Vous ne cotisez pas à la retraite et vous avez moins en net que si vous étiez en SARL avec une rémunération où vous pourriez avoir plus en net dans votre poche et en plus de ça cotiser à votre retraite. Et oui, parce qu'en fait, quand on est chef d'entreprise, on a le choix de ce qu'on se verse comme rémunération. 25 000 euros, c'est 10 300 euros d'impôt en plus. Alors que les 10 000 premiers euros de son revenu ne sont pas imposés. Je vous rappelle qu'ils sont à zéro au début. Et là, la holding, elle est pertinente parce que la holding, elle va permettre d'apporter une possibilité d'aller investir sans avoir besoin de sortir l'argent à titre perso et donc de passer par ces fameuses cases de fiscalité. Aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler d'un sujet brûlant, salaire ou dividende. Quel choix faire? Quelle est l'optimisation à trouver entre les deux? On va parler de ta situation personnelle. On va faire tout pour que tu comprennes tout sur le salaire et les dividendes. Allez Guillaume, on commence déjà par expliquer qu'est-ce que c'est qu'un salaire ou une rémunération vs qu'est-ce que c'est les dividendes. Oui, alors la différence, elle est assez simple. Le salaire, la rémunération, c'est ce qu'on se verse tout au long de l'année. C'est ce qui va venir en charge sur la société parce que c'est des salaires qu'on aura versés avant de faire le bilan et qui vont d'ailleurs être constitués comme des charges et vont venir faire une réduction au niveau du bénéfice qu'on va avoir. Et le bénéfice, justement, une fois qu'on a le bénéfice, on va payer de l'impôt sur les sociétés sur ce bénéfice et le bénéfice net après impôt, on va pouvoir le distribuer ou le laisser dans la société d'ailleurs, mais on va pouvoir le distribuer et c'est ça que l'on appelle les dividendes. C'est quand on se distribue le bénéfice restant une fois qu'on a payé l'impôt sur les sociétés. Et ce bénéfice-là, ces dividendes, eux-mêmes vont passer par une case impôt qui est la flat tax à 30%, les 12,8 d'impôt et 17,2 de prélèvements sociaux. Et ensuite, on reçoit les dividendes dans sa poche. Ok, donc dividende net après flat tax, on peut même choisir le barème si c'est plus avantageux. Tout à fait, c'est possible d'opter pour le barème, donc le barème de l'impôt sur le revenu, avec un abattement de 40% qui s'appliquera. Et c'est parfois plus avantageux, mais ce n'est pas ce qu'on va retrouver le plus souvent. Ok, alors nous on voit deux erreurs très fréquentes. La première erreur, c'est de verser 100% dividende. Je vais vous faire un calcul simple. Si vous versez 100% en dividende, vous allez la plupart du temps choisir la flat tax. Donc on va prendre un chiffre rond, 100 000 euros. On part de 100 000 euros. Vous voulez verser 100% dividende, donc pas de rémunération tout au long de l'année. Vous faites 100 000 euros, vous payez l'impôt sur les sociétés avant, le bénéfice, il est imposable comme tu viens de le dire. Donc on paye 20 750 euros d'impôt sur les sociétés et non pas 25 000 parce qu'il y a l'IS à 15% avant. Il reste 79 250 euros qui vont être passés dans la moulinette de la flat tax. Il reste donc 55 000 euros net. Ok, vous allez me dire, ouais, c'est trop bien, mais c'est la meilleure optimisation possible. Ça fait 55% de mon résultat qui me revient. Eh bien, sachez que vous pouvez avoir 57% de votre résultat qui vous revient. Vous transformez votre SAS en SARL. Vous avez une SARL et vous distribuez la totalité de votre côté en rémunération. Ces 100 000 euros, ils arrivent après cotisation sociale et impôt sur le revenu à 57 000 euros net. Et en plus de ça, vous avez cotisé à la retraite. Alors que les dividendes, je le rappelle, vous ne cotisez pas à la retraite. Même si vous payez des prélèvements sociaux, vous ne cotisez pas à la retraite. Alors c'est quand même important de comprendre que se verser 100% en dividendes, oui, mais dans certaines situations, c'est une erreur monumentale. Vous ne cotisez pas à la retraite et vous avez moins en net que si vous étiez en SARL avec une rémunération où vous pourriez avoir plus en net dans votre poche et en plus de ça, cotiser à votre retraite. Donc attention, arrêtez de vous dire que les dividendes, c'est la solution à tout, c'est la solution ultime. Dans certains cas, et c'est la plupart des cas, les dividendes, c'est un complément de rémunération après s'être versé un salaire optimum. Et la deuxième erreur fréquente, c'est de se verser un salaire qui est trop conséquent et qui explose les TMI. Et oui, parce qu'en fait, quand on est chef d'entreprise, on a le choix de ce qu'on se verse comme rémunération. Il faut verser une rémunération juste, mais regardez quelle est votre tranche marginale d'imposition. En France, pour réexpliquer un peu le mécanisme des tranches marginales d'imposition, on ne va pas être avec un seul taux au niveau de sa fiscalité. On n'a pas 30% qui s'applique sur la totalité de nos revenus. En fait, les premières tranches sont assez basses. On passe d'abord à la tranche à zéro, c'est jusqu'à environ 12 000 euros. Au-delà, on va être à 11% jusqu'à 28-30 000 euros. Au-delà, on passe à 30%. Ensuite, on passe à 41% et ensuite à 45% pour les plus hauts revenus. Quand on est dirigeant, c'est pas comme quand on est salarié. On est salarié, on reçoit son salaire, on peut rien faire sur ce qui se passe en amont. Quand on est dirigeant, on peut essayer de jauger pour avoir une rémunération qui reste dans les tranches dites, entre guillemets, acceptables. Donc la tranche à 11%, au maximum la tranche à 30%. On va essayer de se limiter sur cette tranche-là. Ça dépend également, bien sûr, de la constitution de votre foyer fiscal, ces tranches. Là, les tranches que je vous ai données, les revenus, c'est pour un célibataire sans enfant. Si vous êtes pacsé ou marié avec des enfants, 1, 2, 3 enfants, bien sûr, le calcul sera à revoir à chaque fois. Et là-dessus, on vous conseille de justement vous faire accompagner pour faire les bons calculs. Mais quand on est dirigeant, du coup, ne vous versez pas une rémunération énorme, alors que ça vous fait taper la tranche à 41%, voire 45% si
c'est vraiment pas réfléchi. Parce que là, vous allez cotiser, vous allez dépasser largement les cotisations qui vous reviendront à terme, parce que vous cotisez finalement pour les autres. Hein, c'est pas des choses qui vont revenir dans votre portefeuille à la fin. Et c'est pas du tout optimisé. Il y a des choses bien plus intéressantes que ça à faire avec l'argent de votre société et votre argent à vous. Et ben justement, si on parle d'un cas pratique, hein, quelqu'un qui se verse 10 000 euros par mois, c'est 120 000 euros par an. S'il est en SAS, ça lui coûte 210 000. Et avec les 120 000, il va payer 30 000 euros d'impôt sur le revenu parce qu'il est à la tranche marginale d'imposition à 41%. Ça veut dire que les derniers revenus qu'il touche tabassent à 41% au niveau de l'impôt. Donc de son côté, il a peut-être intérêt à baisser un peu sa rémunération et à penser aux dividendes parce que quand on paye 30 000 euros d'impôt sur le revenu plus à peu près 90 000 euros de cotisation sociale, on paye 120 000 euros à l'État et on se paye un peu moins parce qu'il reste 90 000 dans la poche. Donc 120 000 pour l'État, 90 pour soi. Ouais, le prorata, il n'est pas ouf. Hein. Ça veut dire qu'on a 43% pour soi. Donc de son côté, on peut peut-être réfléchir à optimiser ça au niveau de la tranche marginale d'imposition et éviter que les 25 000 euros de trop de rémunération, parce qu'après si on enlève les 10% de tranche quand on déclare son impôt, les 25 000 euros, ils font un impôt qui est 10 000 euros, 10 300 euros. 25 000 euros, c'est 10 300 euros d'impôt en plus. Alors que les 10 000 premiers euros de son revenu ne sont pas imposés. Je le rappelle qu'ils sont à zéro au début. Donc il faut bien réfléchir aux tranches quand on est dirigeant. Par contre, pour certains entrepreneurs, se payer 120 000 euros quand quelqu'un d'autre dans son foyer, si c'est madame ou monsieur, ne gagne pas d'argent à 0 euros, ben au final, on est toujours dans la tranche à 30. Donc, ça se réfléchit au niveau du foyer. Ou si on a 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants et qu'on a madame qui a des gros revenus ou monsieur qui a des gros revenus, les deux en ont des gros revenus, ben on refait les calculs. Bref, on essaie de trouver pour ne jamais être à la TMI de 41%. La TMI de 41 et de 45%, c'est que les salariés qui doivent se permettre de la payer parce qu'eux, ils n'ont aucun moyen de baisser leur rémunération. Parce qu'ils ne vont pas adapter leur rémunération, ils ne vont pas dire à leur employeur ne verse moins. Parce que eux, s'ils disent ça, c'est l'entreprise qui garde le cash. Donc ils préfèrent quand même toucher au moins 59% de ce qu'ils reçoivent. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez jamais à payer 41 ou 45%, sauf si votre conjoint gagne 500 000 ou 1 million par an. Effectivement, vous allez les payer, vous ne pourrez rien faire. Mais je vous le souhaite aussi. Ouais, oui, c'est vrai que c'est des bonnes problématiques quand on a ça, mais oui, il faut faire attention. On peut compléter, et c'est là où les dividendes peuvent être pertinents, parce que les dividendes, encore une fois, on a l'option du PFU. Donc même si vous avez versé une rémunération pour atteindre le maximum de la tranche à 30%, si vous avez besoin, malgré tout ça, d'avoir des revenus un peu plus importants, attendez la fin d'année. Versez-vous des dividendes au mois d'avril-mai quand le bilan a été rendu par l'expert comptable et que vous pouvez vous les verser. Ça viendra compléter votre rémunération, mais toujours à 30%, parce que vous aurez le PFU. Bon, 30%, gardez en tête qu'avant ça, vous payez toujours l'impôt sur les sociétés. Donc, ce n'est pas réellement se dire c'est la tranche marginale à 30% versus 30% de flat tax ou 41 versus 30. Il y a toujours les impôts sur les sociétés à prendre en compte. Mais ça reste quand même ultra pertinent, selon les tranches que vous avez, de ne jamais dépasser celle de 30 et ensuite on complète avec les dividendes. Mais encore, il y a aussi d'autres options derrière plutôt que de tout sortir en rémunération, que ce soit de la rémunération ou des dividendes. Oui, c'est vrai qu'on va en parler tout de suite. Mais les piliers d'une rémunération optimisée, c'est déjà de réfléchir à son mix salaire plus dividende. Et donc, si on ne veut pas dépasser les tranches qu'on parle depuis tout à l'heure, aujourd'hui, les tranches de l'impôt sur le revenu, c'est simple, il faut à peu près pas dépasser 93 000 euros de rémunération par personne dans le foyer, par part même dans le foyer, pour avoir une rémunération qui ne dépasse pas les tranches marginales d'imposition à 30%, donc une imposition qui ne sera pas à 41% sur certains revenus de votre foyer. Et puis, pour ne pas dépasser la tranche à 11% cette fois-ci, on est plutôt sur des montants à 32 572 euros, donc on va dire entre 32 et 33 000 euros aujourd'hui au niveau de la personne, au niveau de la part. Donc ça veut donc dire que si vous avez 3 parts, il ne faut pas faire plus de 96 000 euros à peu près pour être imposé à 11% et non pas à 30%. Donc il faut toujours optimiser entre salaire et dividende et puis réfléchir. C'est vrai que si vous avez besoin d'une rémunération de 2 500 euros par mois, pourquoi se verser plus ? Autant être imposé à 11. Voilà. Et puis, du coup, capitaliser dans sa société et investir peut-être par le biais d'une holding, et ainsi de suite. Et du coup, on y vient à ça. Les autres stratégies de préparation, d'investissement, de préparation à la retraite et tout ça, au-delà de son salaire et de sa rémunération, on peut réfléchir à une holding. Oui, parce que la holding, justement, on l'a dit, comparaison entre les salariés, etc., l'entrepreneur, il peut laisser l'argent dans la société. L'argent n'est pas perdu. Il peut l'utiliser, il peut en faire autre chose. Et là, la holding, elle est pertinente parce que la holding, elle va permettre d'apporter une possibilité d'aller investir sans avoir besoin de sortir l'argent à titre perso et donc de passer par ces fameuses cases de fiscalité. Holding, on fait remonter avec le régime BERFI dans la société holding, donc on va avoir une fiscalité avantageuse et on va pouvoir aller investir dans l'immobilier, on va pouvoir développer son patrimoine financier. C'est effectivement
plus avantageux fiscalement, je le rappelle, ça veut dire aussi que l'argent n'est pas dans notre poche, il est dans les poches de la société holding, mais au moins, c'est pas perdu. Et on peut capitaliser pendant 5, 10, 15, 20 ans pour préparer sa retraite et avoir des revenus complémentaires, peut-être en retraite, ou tout simplement utiliser la holding pour continuer de capitaliser. Oui, et puis en plus, avec la holding, on peut peut-être avoir deux formes sociales. Et donc, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop abordé, mais les dividendes en SARL sont très fortement imposés, sauf à un certain niveau de revenu où ça devient plus intéressant de se verser des dividendes qu'être en rémunération. Mais de ce côté-là, c'est vrai que les dividendes en SARL souvent sont plus imposés. Et donc, si on a une SARL et une SAS dans le même schéma, peut-être qu'on peut utiliser effectivement les dividendes pour la SAS et la SARL pour la rémunération. Donc, ça peut être aussi un super schéma pour optimiser son schéma fiscal, social de rémunération d'un point de vue général. Quels sont les autres avantages qu'il ne faut pas oublier de mettre en place quand on est dirigeant ? Il y a plein d'avantages sur la rémunération qu'on oublie effectivement assez souvent. On va parler ici des optimisations qu'on peut faire, des plus petites optimisations qu'on peut faire. On peut mettre en place les chèques CESU, on peut mettre en place des chèques vacances qui vont permettre de se rémunérer ici sans payer de cotisation sociale ni d'impôts et qu'on pourra utiliser à titre perso. On peut avoir des choses aussi très intéressantes à mettre en place au niveau de l'épargne salariale, des PE qu'on peut par exemple mettre en place. Ça peut être très intéressant à partir du moment où vous avez un salarié dans la structure, parce qu'il doit pouvoir en profiter si vous le faites. Mais ça permet de se verser une rémunération où, en gros, sur un PE, on verse 2 000 €. Ça coûte 2 000 € à la société. Vous le placez sur un PE et dans 5 ans, parce qu'il y a une durée de blocage de 5 ans, vous pourrez le sortir également sans avoir d'impôt dessus. Donc ça, c'est très intéressant. On a la possibilité également de regarder si c'est intéressant de se verser des indemnités kilométriques, d'avoir un véhicule de fonction. Dans les deux cas, on va pouvoir faire de la charge sur la société. Indemnité kilométrique, on se rembourse l'utilisation de véhicules personnels que l'on utilise dans le cadre de l'activité. Véhicule de fonction, c'est un véhicule qui appartient à la société et c'est la société qui prend en charge les dépenses. Mais si la société, par exemple, prend en charge les dépenses pour un véhicule de fonction, il faut avoir en tête que ça sera un avantage en nature qui sera aussi comptabilisé au niveau d'impôt. Donc, il faut tout regarder. Mais il existe quand même pas mal de choses pour compléter sa rémunération, en plus de la rémunération de base qu'on se verse, des dividendes qu'on va se verser et de ce qu'on aurait pu penser mettre pour notre épargne, pour la préparation de la retraite, qui finalement va être fait à travers une société holding. Donc il y a un vrai mix, il y a un vrai jeu à faire entre la société commerciale qui nous rémunère, une société holding où on peut se verser des dividendes, ou inversement, avoir une société en bas qui fait juste son chiffre, on fait remonter dans la holding. La holding est une SARL, par exemple, où on verse de la rémunération. Il y a toutes les options possibles. Encore une fois, il faut l'adapter en fonction des objectifs. Mais ces petits tips de rémunération complémentaire, c'est toujours des bonnes choses à prendre quand on est chef d'entreprise. Et puis, dernier point, le fameux plan d'épargne retraite. Effectivement, le plan d'épargne retraite, c'est aussi un sujet essentiel pour le chef d'entreprise parce que c'est vrai que capitaliser au sein de son entreprise, c'est bien. On capitalise pour son entreprise. Je le rappelle, c'est l'entreprise qui capitalise. Donc, ça veut dire que le jour où on distribue, on doit passer par la fameuse flat tax ou le barème de l'impôt. Mais il faut aussi penser aux personnes que vous voulez protéger autour de vous. Le plan d'épargne retraite, avec sa clause bénéficiaire et la fiscalité avantageuse du PER en cas de décès avant 70 ans, ce que je vous ne souhaite pas, mais c'est une sorte de prévoyance qui est exceptionnelle. C'est-à-dire que le PER, si vous l'utilisez à bon escient et sur les bons montants, vous allez réduire votre imposition. Donc même si au lieu de vous verser les 93 000 €, vous versez 105 000, donc 12 000 de plus, eh bien vous avez la chance de pouvoir déduire à peu près 10 000 € par an, parce que c'est le plafond que vous allez avoir sur le PER. Mais ces 10 000 € par an vous permettent de retomber sur la tranche à 30% et d'enlever la tranche à 41% en dessous, et donc peut-être d'optimiser au final votre imposition sur le revenu en tant que personne physique et d'optimiser les placements pour votre retraite, pour capitaliser pour la retraite et pour protéger votre famille. Parce que le PER, avec les abattements par bénéficiaire, c'est une prévoyance qui est exceptionnelle. Et en plus de ça, vous pouvez investir. Le PER, je le rappelle, arrêtez de faire des gestions pilotées toutes faites, arrêtez de faire des gestions retraite, faites une gestion libre avec des ETF, des fonds actions qui sont les meilleurs, des fonds obligataires en cas de période un peu plus incertaine, et vous aurez une performance qui est stable de 4, 5 à 6% par an, et vous allez gagner de l'impôt, gagner de l'argent, et l'État vous fait un prêt sur lequel vous allez rembourser bien moins quand vous devrez le rembourser. Ouais, le PER, c'est vraiment une option qui est obligatoire quasiment dans les allocations sur des revenus qui sont importants, bien sûr. Mais pour jouer sur la TMI, pour préparer l'avenir et pour préparer sa retraite avec un vrai sujet au niveau de la prévoyance, c'est vrai que c'est un outil qui est absolument incroyable, le PER, parce qu'on va pouvoir déduire et avoir les bénéficiaires qui seront protégés s'il nous arrive quelque chose. Sauf que s'il nous arrive rien, l'argent n'est pas perdu. On l'a toujours et on peut le récupérer à sa retraite ou alors le transmettre à son partenaire, son conjoint, pour le protéger, parce que là, on a une exonération qui peut être complète quand on est
quand on est marié ou pacsé. Donc, il y a plein de choses à faire dans l'optimisation également via le PER et c'est vrai que c'est un point important à noter. Et le PER, en plus, si je peux rajouter un truc, c'est que c'est forcément un truc de dingue parce qu'ils sont en train de supprimer le PER. Ils ont supprimé le PER notamment pour les enfants. Ça veut donc dire que ça coûte beaucoup d'argent à l'État. Parce qu'au final, c'est l'État qui vous fait un prêt que vous allez rembourser à la retraite. Autant vous dire que si les jeunes de 26 ans, 27 ans mettent en place un PER parce qu'ils sont imposés à 41 ou à 30 et que ça les embête, le remboursement de l'État, il le touche 40 ans plus tard. Donc c'est un prêt qui est très conséquent de l'État auprès des Français en termes de montant. Et donc effectivement, l'État réfléchit énormément sur le PER à peut-être pousser le dispositif encore plus loin pour essayer de peut-être l'encapsuler un peu mieux pour que les fonds aillent vers ce qu'il veut réellement. Et c'est pour ça qu'on parle notamment de private equity, pour que 10% des fonds aillent sur du private equity, ainsi de suite. Bref, il y a pas mal de choses qui sont dans les petits tuyaux sur le PER. Actuellement, en tout cas, c'est la magie. Le PER, c'est vraiment le truc du magicien, de l'ingénieur patrimonial qu'on rajoute dans une étude patrimoniale pour améliorer encore la rémunération et pour améliorer la fiscalité du chef d'entreprise. C'est une prévoyance, une rémunération optimisée, une fiscalité avantageuse, et en plus de ça, normalement, un investissement rentable quand vous ne faites pas arnaquer par votre courtier ou votre banquier. Ouais, c'est ça. En plus, c'est qu'on va vraiment capitaliser à travers cette enveloppe-là et il y a un champ des possibles qui est énorme, qui est immense en fonction de qui vous vous adressez pour faire le placement, effectivement. Mais le PER, aujourd'hui, c'est une case à cocher obligatoire dans la stratégie de rémunération d'un dirigeant d'entreprise, ça c'est certain. Merci beaucoup Guillaume pour cet épisode. Merci également à vous d'être toujours aussi nombreux. 2026 est très costaud, alors continuons sur cette lancée. Merci de liker, de commenter, de partager et même de mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous le savez, cette simple note, elle peut nous aider grandement. Alors on vous remercie avec Guillaume pour tout ce que vous faites pour nous.